Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, vous avez l'habitude du jeudi politique. Le jeudi, entre 11h et midi, des députés et sénateurs viennent nous voir et nous débattons sur l'actualité. Mais aussi, pour la seconde fois, je suis heureux de recevoir les responsables jeunes des partis politiques. Nous l'avons fait la semaine dernière, je le refais cette semaine. Cette semaine, nous changeons évidemment de responsables et de partis. Bien sûr, cette semaine, nous recevons les responsables LFI, Modem et Reconquête qui sont avec nous. Je commence avec LFI, Aurélien Lecoq, bonjour. Bonjour. Co-animateur des Jeunes Insoumis. Nous sommes avec Auguste Haute, président des Jeunes Démocrates, bonjour. Bonjour. Donc Modem, hein, c'est ça? Modem, c'est ça. Des Jeunes Démocrates Modem. Et Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'être là. Nous allons parler de l'actualité vue par les jeunes responsables. Je trouve ça, c'était très intéressant la semaine dernière. Ça va l'être, j'en suis certain, cette semaine, évidemment. Nous allons regarder l'actualité ensemble, puisque nous parlons beaucoup, évidemment, de la réforme des retraites, de la contestation. J'ai remarqué beaucoup, je suis pas le seul, hein, beaucoup d'observateurs ont remarqué, vous aussi j'imagine, que la jeunesse ne se mobilise pas énormément contre cette réforme des retraites. Pourquoi, Aurélien Lecoq ? Moi, je pense au contraire que la jeunesse, elle est assez fortement mobilisée contre cette réforme des retraites. Simplement un argument facile. Il y a eu 40 universités bloquées la semaine dernière. Sur combien ? 40 sites universitaires. Sur combien ? Sites universitaires ? Ça fait, franchement, je pense que ça fait beaucoup parce qu'il y a une cinquantaine de villes. Peu, il y a 50 villes universitaires en France. En France, c'est 50 villes universitaires. Oui. Sur ces 50 villes universitaires, on a 40 sites universitaires bloqués. Donc on en est sur une large majorité. 40 sites sur 50 villes. Alors c'est pas tout à fait pareil. Il y a pas, franchement. Non, je vais vous dire. Eh ben, écoutez, on peut faire la liste ensemble. Toulouse, Rennes, Lyon, Grenoble, Paris, des sites. Lille, Strasbourg. Ouais. Bon, dans toutes les grandes villes universitaires de France, les universités ont été bloquées. Elles ont été bloquées le 7 mars et par ailleurs, elles ont été bloquées de manière reconductible. Puisque la semaine dernière, y compris le mercredi, le jeudi et parfois le vendredi, les universités ont été bloquées. Depuis hier matin, de nouveau, il y a des assemblées générales. Ce matin, je sais que par exemple, la Sorbonne Nouvelle, à l'heure où je vous parle, est actuellement bloquée. Donc, il y a une mobilisation de la jeunesse. Il y a une mobilisation qui est forte, qui doit continuer à s'amplifier. Bloquée, ça ne veut pas dire des étudiants qui contestent la réforme des retraites et qui sont dans la rue mobilisés. Hein. Parce que vous pensez que les étudiants aujourd'hui sont contents de la réforme. Il y a 75% des étudiants, des jeunes en tout cas, qui sont opposés à cette réforme. Beaucoup sont opposés à la réforme, mais beaucoup ne l'expriment pas. C'est ce que je veux dire. Je pense pas. Il y a plusieurs choses là-dessus dont je regardais, parce qu'il y a donc 50 facs bloquées, mais en réalité, il y a 225 universités en France en tout. Oui. Donc ça permet de modérer le chiffre donné par Aurélien Lecoq. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, dans les universités bloquées, dans les facs bloquées, tous les étudiants ne sont pas d'accord avec ce blocage. Personne n'est consulté. Troisième point, il y a beaucoup d'étudiants en réalité. Il y a des assemblées Il y générales. a beaucoup d'étudiants en réalité. Oui, mais tout le monde n'y participe pas, vous le savez très bien. Mais les assemblées générales sont ouvertes à tout le monde. Bien et sûr, d'ailleurs, mais tout le je monde suis n'y participe content, pas. Stanislas Et Rigaud, qu'à troisième ce point, micro, vous appeliez tous pas les du tout. étudiantes et les étudiants qui nous y écoutent participer. à Moi, je serais rejoindre ces assemblées générales pour voter décider des blocages et des actions pour se mobiliser contre la réforme des retraites. Troisième point, ce qui est intéressant, c'est que les 40, 50 facs bloquées aujourd'hui, elles le sont tous les ans. Réforme des retraites ou pas réforme des retraites. Rennes 2, c'est toujours bloqué. La réalité, c'est qu'à la même période de l'année, il y a toujours des mobilisations étudiantes pour casser, pour bloquer, etc. Et quatrième point, la réalité aussi, c'est que malheureusement, ou heureusement, qu'importe, les étudiants et les jeunes de France, hors contexte des périodes des retraites, ne se lèvent pas le matin en pensant déjà à la fin de leur vie de travail. Ça, c'est une réalité également. C'est que là, oui, on est dans un contexte très fort, avec beaucoup d'actualité dessus, mais la réalité, et même pendant la campagne présidentielle, les jeunes, on a fait des débats ensemble, Aurélien Lecoq, ce n'était pas le sujet majeur de ces étudiants, de ces jeunes de France. Donc, je crois qu'il faut tempérer là-dessus. Bien. Notre troisième intervenant. Que dit-il, Auguste Haute ? Alors moi, évidemment, j'ai le mauvais rôle. Vous présentez les jeunes Modem. Jeunes Modem, donc évidemment dans la majorité présidentielle. Moi, je pense que ce qui est frappant dans notre génération, quand on regarde autour de nous, quand on interroge des gens engagés en politique ou moins engagés en politique, c'est que beaucoup de jeunes ne croient pas à la retraite. C'est un mythe. On dit voilà, de réforme après réforme, on repousse l'âge. On sait pas, c'est quelque chose qui nous concerne pas. Mais pense-t-on à sa retraite à 18, 20, 22 ou 25 ans ? Oui. Ça, c'est la première question, mais la seconde réalité, c'est il y a beaucoup de jeunes qui se disent ça n'existera plus d'ici là. L'ambition du gouvernement et du président de la République, c'était de rétablir les comptes et rétablir le déficit structurel
il y a les chiffres du corps, il y a un certain François Bayrou qui a publié une note aussi. Aujourd'hui, il faut injecter 30 milliards par an pour tenir le... On va pas rouvrir le débat sur les comptes. Non, on va pas rouvrir le débat sur les comptes. Non, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi... Aurélien Lecoq dit que la jeunesse est très mobilisée. Moi, je la vois pas trop dans la rue, je la vois pas trop dans les manifs, je la vois pas trop mobilisée. Vous allez pas en manifestation, Jean-Jacques Bourdin. Je vous assure que dans toutes les manifestations, il y a des cortèges jeunes. D'abord, il y a des jeunes dans toutes les manifestations aujourd'hui. L'après-midi, quand je sors... Je suis content que vous manifestiez pour nos retraites alors. Mais je suis allé voir. Non mais évidemment, quel journaliste ne va pas voir ce qui se passe sur le terrain? C'est la base même de ce métier. Il y a des jeunes dans les manifestations. Il n'y en a pas énormément. Pardon. Il faudrait qu'il y en ait plus. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Oui. Si je peux me permettre. Terminer, parce qu'on ne va pas ouvrir le débat. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un avant et un après passage du texte à l'Assemblée nationale. Très franchement. C'est-à-dire que les Français en général, pas que les jeunes, mais les jeunes aussi, attendaient de ce moment démocratique qu'on puisse exprimer des arguments, qu'on puisse améliorer le texte, qu'on puisse porter des mesures d'accompagnement social, notamment pour les femmes, pour les seniors, ainsi de suite. Et ce moment démocratique, il n'a pas eu lieu. Quand on dépose 20 000 amendements, quand on finit par traiter d'assassin. Il n'a pas eu lieu à l'Assemblée, il a eu lieu au Sénat. Un peu tronqué, mais il a eu lieu au Sénat. Il y a des résultats au Sénat. Je vais aller dans son sens, je crois, et notamment, et ça c'est la responsabilité de la France Insoumise, notamment et de la NUPES, qui appelle la jeunesse à se mobiliser, à être dans la rue. Mais je crois que le spectacle affligeant de l'Assemblée nationale récemment, et notamment la façon dont certains députés se comportent, et pas que de la NUPES pour le coup, comme ça vous ne serez pas le seul accusé aujourd'hui, moi j'assume 100% du comportement de nos députés, mais dessert d'une force leur mobilisation, parce qu'en réalité, quand on voit des députés jouer avec la tête d'un ministre, quand on voit des ministres faire des bras d'honneur, quand on voit des députés traiter des gens d'assassins, je pense honnêtement, les jeunes, il faut arrêter de les prendre pour des révolutionnaires. Les 68 ards, ils finissent comme Medit. Non, donc centristes. Il y a le comportement des députés à l'Assemblée nationale. On va pas là aussi, les débats ont été ouverts, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse. Est-ce que à 18, je repose la question, 20, 22 ans, on pense à sa retraite? Avant tout, je vous pose la question. Je vais vous répondre. Pourquoi, je vais vous répondre. D'abord, je constate que Stanislas Sigaud vient au secours du gouvernement sur tout ce qui s'agit de la mobilisation, les blocages et de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'extrême droite se retrouve dans le même camp que le gouvernement. On ne comprend pas trop pourquoi. Sur la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont intérêt à se mobiliser, ils l'ont bien compris. Parce que cette question de réforme des retraites, c'est une question de société. Aujourd'hui, il y a 16,9% de chômage chez les jeunes. Avec l'allongement de la durée de cotisation, avec le repoussement de l'âge de départ. La réalité, c'est que les personnes les plus âgées... La cotisation reste à 43 ans. Oui, mais on accélère sa mise en place. Les seniors... aujourd'hui, vont donc rester plus longtemps en emploi. C'est le sens de la réforme. Et donc, ils ne vont pas libérer les emplois pour les plus jeunes. Donc, le chômage des jeunes va continuer à augmenter. Par ailleurs, les salaires, parce que il y aura plus de chômage, vont continuer à descendre. C'est des études de l'OFCE qui dit qu'il va y avoir 3% de baisse sur les salaires. Donc cette réforme des retraites, c'est non seulement l'idée que peut-être les jeunes n'auront jamais de retraite, qu'ils vont galérer à avoir une retraite et qui partiront très vieux, épuisés dans un état physique déplorable, mais en plus de ça, c'est une remise en cause de toute leur vie, parce que ça veut dire qu'ils vont galérer à trouver un emploi. Les jeunes, ils vont être encore plus difficilement en emploi, encore au chômage, et que pendant toute leur vie, ils vont avoir des périodes de coupure qui vont arriver et qui n'auront pas de retraite tout de suite, qui vont devoir repasser sans doute par une période de chômage. Parce qu'aujourd'hui, les gens entre 55 et 64 ans, il y en a 50% qui ne sont pas en emploi. Oui, mais est-ce que, je me mets à la place d'un jeune. Un jeune, c'est bien. D'abord, il va être confronté à la mobilité dans le travail. Il va, toute sa vie, il veut un boulot, bien sûr, mais là, toute sa vie, il sera obligé de se former. Vous savez bien, il va changer plusieurs fois de boulot. Le monde du travail est en train de changer. Aurélien Lecoq, est-ce qu'on peut aujourd'hui fixer des règles pour... Je me mets à la place d'un jeune. Faisons très simple. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour la jeunesse. Il n'y a pas assez de travail pour la jeunesse dans le pays. Il y a 400 000 emplois disponibles. Même si l'apprentissage pour 6 millions de chômeurs. Oui, mais il n'y a pas d'emploi. Il y a une pénurie d'emplois. Il n'y a pas d'emploi dans le pays. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi, ils ne trouvent pas de boulot. Ils galèrent à se nourrir. Et bien demain, avec cette réforme, il y aura encore moins d'emplois pour les jeunes. C'est ça la réalité. Et ils l'ont bien compris. Et ça, c'est pas une question de qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 64 ans. Les jeunes, ils se disent, mais putain, demain, une fois que j'aurai fini mes études, si j'essaye de faire des études, est-ce que je vais trouver un boulot? Déjà aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de boulot. Mais alors en plus, avec cette réforme des retraites, ce sera encore plus compliqué. Et condamner l'ensemble d'une génération au chômage, je crois que c'est une bonne raison de se mobiliser.
il est 11h14. Vous allez répondre tous les deux à ce que vient de dire Aurélien Lecoq dans 2 minutes parce que c'est la pub. Il est 11h14, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Allez, il est 11h17. Les jeunes en politique, Aurélien Lecoq, co-animateur des Jeunes Insoumis, Auguste Haute, président des Jeunes Démocrates Modem, Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Bien, tous les trois. J'ai écouté plusieurs voix nous dire pour financer, il y a une solution. Hein, faisons payer les plus riches. Des impôts sur les plus riches. C'est Jacques Attali, je crois, le dernier en date, qui disait cela. Vous êtes d'accord avec Jacques Attali ? Moi je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème financier. Cette réforme des retraites, là, aujourd'hui, le régime des retraites, cette année, il est excédentaire de plusieurs milliards. Et, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du corps, il est stable jusqu'en 2070. Non, ce que je vous demande... Attendez. Bon, d'accord. Mais ce que je veux... du financement, je vous réponds sur le financement. Mais moi, c'est pas... Ce que vous voulez que je vous dise, c'est qu'on taxe les plus riches. C'est pas le constat. Parce que le constat, il y a débat, on a besoin d'argent ou pas besoin d'argent. Est-ce qu'il faut faire payer les plus riches? C'est ce que je voulais vous dire. Ce que je commence La question que je voulais vous poser. Oui, mais ce que je commence par vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le système, en l'état actuel, il n'est pas déficitaire et il n'y a aucun problème de financement des retraites. En fait, la réalité, c'est même... Aujourd'hui, 2023. La réalité est jusqu'en 2070, avec des plus petites fluctuations, mais le corps, c'est le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui est une instance indépendante, dit, et je comprends bien que ça vous embête, parce que ça démontre la nécessité de cette loi, mais jusqu'en 2070, à horizon 2070, le régime des retraites est stable. Et vous savez quoi? C'est même pas tant que nous, on a besoin d'aller chercher d'argent chez les plus riches. J'oublions le corps, puisqu'il y a une interprétation, ça va dépendre. Vous savez très bien que nous sommes en 2023. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Est-ce que vous savez ce qui va se passer en 2040, en 2050, en 2060? Non, ni moi, ni vous. Donc, cette réforme... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que, je vous pose une question, répondez à cette question, est-ce que oui ou non, il faut, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, faire payer les plus riches? Oui, bien sûr qu'il faut faire payer les plus riches. Alors comment? Parce qu'il faut arrêter d'être dans une société où les gens se gavent. Eh bien déjà, il faudrait arrêter d'exonérer les grandes entreprises de cotisations sociales. Parce que la réalité de cette réforme, c'est qu'aujourd'hui, c'est un grand braquage. C'est Emmanuel Macron, il est en train de voler tout le monde. Il est en train de voler les Françaises et les Français. Parce que le système, il est financé, qu'il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, mais qu'à force de supprimer des choses comme la cotisation valeur ajoutée, qui représente 16 milliards par an, à force de supprimer cet argent qui appartient aux Françaises et aux Français, c'est eux qui produisent la richesse, eh ben, on exonère de toute cotisation, on leur vole leur argent, on leur vole la partie socialisée de leur salaire brut, et à la fin, on leur dit, attendez, on vous a tout volé, il n'y a plus de quoi financer les retraites, donc vous devez payer en plus. Payer les plus riches. Oui, il faut payer les plus riches. Comment? Avec une taxe sur les profits? Avec une taxe, par exemple, sur les dividendes. Par exemple, je vous dis, nous, on propose avec la France Insoumise de rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Voilà. Ça coûte 27 milliards. Cette mesure, elle est financée, on sait comment. D'abord, on reprend 10 milliards sur les exonérations. Ensuite, on augmente de 0,25... C'est 27 milliards par an ou... Par an. 27 milliards par an. 27 milliards par an pour que tous les Français puissent partir à la retraite à 60 ans et ne pas se casser le dos comme c'est le cas aujourd'hui pour bosser jusqu'à 62, 64, arriver en mauvaise santé ou même mourir avant la retraite parce que vous le savez, en France, il y a des gens qui meurent avant de prendre leur retraite. 40 ans de cotisation. C'est 40 annuités de cotisation, tout à fait. C'est notre proposition. Si on commence à 25 ans, on finit à 65, quoi. Non, parce que si vous commencez à 25 ans, c'est en général parce que vous avez fait des études et que on fait rentrer le temps d'études dans le moment de calcul de la retraite. Parce que bientôt il y aura le lycée et le collège. Bientôt il y aura le lycée et le collège, ils partiront à 35 ans avec la France Insoumise. Je sais pas pourquoi il faut arrêter les étudiants comme ça. Mais quand vous êtes entre lycéens et étudiants, mais c'est grotesque. Quand vous êtes étudiant, vous produisez pour la société. Parce que quand vous êtes étudiant, et les facs, elles sont payées comment? Vous êtes engagé dans une association et vous produisez des choses. Lorsque vous êtes en master, respectez les étudiants. Mais moi je les respecte. Mais ça fait 12 minutes qu'on a un monologue de la France Insoumise. Je trouve ça toujours très intéressant. Pour autant, il y a deux points. Moi je respecte. C'est peut-être la différence entre la France Insoumise et les autres partis, c'est que nous on aime le débat. J'écoute avec attention. Premier point, taxer les super richesses, etc. C'est quelque chose de facile, c'est démagogique. C'est-à-dire que ça marche bien en France. Pourquoi c'est en France, on a du mal avec le succès, avec la réussite. Pourquoi c'est ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on compare un pays avec la mentalité comme les États-Unis, où grosso modo le rêve, c'est de réussir, c'est d'avoir de l'argent, etc. Et où en France, c'est honteux, c'est compliqué. Mais je vais vous dire, et s'il n'y a plus ces super patrons dont vous parlez, les Bernard Arnault, les Bolloré, etc.
ça ne bosse plus. Il y aura des emplois en moins. Ils ont bossé, ces gens-là. Mais c'est qui alors? Ils ont travaillé comme des chiens, ces gens-là. Faut arrêter d'être démagogues. Ils passent leur temps uniquement à voler. Mais ils volent qui? Ils travaillent comme des chiens. Ils ont travaillé comme des chiens, ces gens. Premier point. Deuxièmement, mais bien sûr, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé, ceux qui travaillent comme des chiens, c'est ceux qui fabriquent ce que vendent les Bernard Arnault. Et le deuxième point sur les étudiants. Si on commence à considérer que quand on est en études, on est travailleur, je pose la question, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué entre être étudiant en droit ou être lycéen? Je pose la question. Il y a parfois plus d'heures au lycée qu'en faculté, il y a parfois plus de travail au lycée qu'en faculté, donc on va, selon leur logique, bientôt on commencera à cotiser à 15 ans, on sera considéré comme travailleur à 15 ans, puis au collège. Pas. Non, pardon, on ne cotise pas, en plus ils ne cotisent pas, et puis ils seront considérés comme travailleurs. Il faut arrêter un petit peu de vouloir faire plaisir à tout le monde. Alors, Auguste, on vous entend peu là, au milieu de ce débat entre la France insoumise et Génération Zemmour. Oui, je la majorité dans une bataille de chiffonniers. Non. D'autant que moi, je suis issu d'un parti où on est très à l'aise sur la question des super profits. Enfin, le groupe Modem a porté des propositions là-dessus. Une taxation on est tout à fait des ouvert au débat. Profits. Mais le problème, Aurélien, c'est que vous dites ce que vous proposez, mais quand on dépose 20 000 amendements pendant un examen d'un texte, quand on pratique l'obstruction, quand on n'arrive pas au bout du... Mais parce qu'on ne va pas vous laisser arnaquer les gens tranquillement. Je vous ai pas coupé, donc laissez-moi juste dérouler. Et nous, on le regrette profondément, parce qu'on avait des améliorations à porter sur le texte, au sein de la majorité présidentielle, en tant que groupe Modem, en tant que mouvement démocrate. Et notamment, vous disiez, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer d'ici 40, 50, 30 ans, 10 ans. Eh bien, nous, on proposait une clause de revoyure, c'est-à-dire à mi-application de la réforme, fin 2027, on fait le bilan. Vous êtes d'accord que et votre réforme aujourd'hui est inutile? Aujourd'hui, elle est inutile. Non, elle n'est pas inutile. On a dit qu'on ne faisait pas de bataille de chiffres, donc je ne vais pas revenir sur les inexactitudes qui ont été données. Avec le corps et le rapport du corps qui est interprété de mille manières depuis le début de cette réforme. Comme toujours avec les chiffres. Mais du coup, on débat pas du fond de la réforme. Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays est en capacité on va débattre du fond de la réforme que la réforme est nécessaire et utile? Dites-moi, le fond de la réforme aussi, c'est la valeur travail. Le fond de la réforme, c'est le fond de la réforme, c'est de savoir à quel âge les gens vont partir à la retraite et s'ils tiendront encore debout le jour où ils vont partir à la retraite. C'est ça la réalité. Il y a un sujet qui est intéressant, je pense, et j'ai pour le coup toujours écouté Aurélien Lecoq. C'est notamment sur le chômage, c'est sur le travail et c'est sur les salaires. C'est-à-dire que je crois que le sujet qui a été posé, parce que c'est plus simple de le poser comme ça, c'est l'âge de départ légal à la retraite. Mais en réalité, le sujet, c'est l'industrialisation du pays, c'est le travail, c'est est-ce que oui ou non, comme Macron, on veut faire de l'ubérisation de la société, est-ce qu'on veut faire des Uber jobs, comme on dit, ou alors est-ce qu'on veut justement de nouveau avoir un pays puissant au niveau de son industrialisation? Je prends un exemple un peu bateau qui a été utilisé. Vous soutenez cette réforme des retraites? Ah non, alors attention, il y a deux choses. Si. Il y a l'âge de départ, c'est ce que je vous dis, il y a l'âge de départ que Éric Zemmour a proposé par la campagne, tandis que Pécresse et Macron étaient pour 65 ans et Macron était pour une retraite à point. Parce que... Enfin, j'ai entendu Éric Zemmour dire je soutiens cette réforme. L'âge de départ à la retraite. Il a même dit c'est ma réforme. Sur l'âge, bien sûr, mais entre-temps, et vous l'avez remarqué, Aurélien Lecoq, il y a eu des changements, notamment au Sénat, premièrement. Et deuxième chose, nous, on l'inscrivait dans une philosophie globale, notamment avec l'industrialisation. La natalité, ça va faire hurler la France insoumise. Parce que il faut compenser le nombre de retraités par le nombre d'actifs. Vous savez, c'est comme ça. Donc, vous voulez faire avec l'immigration, nous avec les actifs. La réalité, c'est que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron. Zemmour, Macron, on a bien compris, c'est la même ligne politique. Attendez, quand le ciel est bleu, qu'on dit que le ciel est bleu. Mais le ciel n'est pas bleu parce que personne n'est capable de démontrer l'utilité de cette réforme. Je suis désolé, je reviens. Aurélien Lecoq, attendez, je suis ce petit jeu. Je suis ce petit jeu. La Macronie dit que le RN et la France Insoumise sont la même chose. La France Insoumise dit un coup, le RN à la majorité c'est la même chose. Un coup vous dites Zemmour et Macron c'est la même chose. Est-ce que cette réforme est utile et nécessaire? Moi je crois que de reculer l'âge de départ légal à la retraite est utile, premièrement. Et deuxièmement, vous savez, la différence entre vous et nous, c'est au moment du second tour de l'élection présidentielle où il y avait Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et nous, avec Éric Zemmour, on a soutenu Marine Le Pen. Vous avez soutenu Emmanuel Macron. C'est la différence majeure. Donc si c'était le sujet majeur, vous auriez appelé à voter pour Marine Le Pen. Vous vous retrouvez avec Marine Le Pen aussi, vous, les filles, à l'Assemblée nationale, parfois sur des motions. Ils ne pensent pas à l'intérêt des Français, ils votent ensemble. Référendaire. Mais tout le monde se croise. Vous savez, c'est ce que je vous dis. Lola Gourdin. Oui.
Marine Le Pen, l'extrême droite, comme Stanislas Rigaud, il vient d'en faire la démonstration, ils ont la même ligne. Marine Le Pen, elle veut faire travailler les gens plus longtemps, elle refuse d'augmenter les salaires. L'extrême droite est pas l'allié des Françaises et des Français, ils sont contre la grève. D'ailleurs, vous nous dites, la jeunesse n'est pas assez mobilisée. Mais la réalité, c'est que quand la jeunesse se mobilise, quand elle essaye de se mobiliser, tous les matins devant les lycées, il y a la BAC et les policiers qui sont prêts à les déloger. De l'autre côté, quand les étudiants essayent de se mobiliser, il y a des gens, il y a les petits amis de Stanislas Rigaud qui viennent dans les universités pour taper les étudiants. C'est ça la réalité. C'est que l'extrême droite fait honneur à sa grande histoire de casseurs de grève et c'est elle qui a recours à la violence pour contrer le mouvement social. Ce sont des blocages et c'est illégal. Pardon. J'ai recours à la pub puisqu'il est 11h27. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h31. Allez, les jeunes, assez peu mobilisés, même si Aurélien Lecoq n'est pas d'accord avec moi. Oui, on le constate. D'ailleurs, les syndicats eux-mêmes le disent. D'ailleurs, les syndicats se méfient de la mobilisation des jeunes. C'est vrai ou c'est faux, Aurélien Lecoq? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a intérêt à la mobilisation des jeunes. Ce sont les syndicats qui gèrent aujourd'hui la mobilisation, la contestation. Les syndicats, eh ben, écoutez, je sais pas de quel syndicat vous parlez. Vous voyez, j'habite à Lille. Oui. Eh ben, je peux vous dire que j'étais encore sur un piquet de grève avec des syndicalistes hier. Et la première chose que les syndicalistes sont venus nous voir, les camarades et de la CGT et de Sudrail, etc., c'est comment ça se passe à la fac. Ça bloque bientôt, on va venir voir, on va venir vous aider, on va venir discuter avec les jeunes. Donc je peux vous dire que la relation entre les jeunes et les syndicats... Basile a 24 ans, il est à Rouen, il va intervenir. Il est scandalisé par ce que vous dites, Stanislas Rigaud. Auguste Haute, voilà, au milieu de ce débat, il est difficile de se positionner pour vous, non? Parce que vous soutenez la réforme des retraites à fond. En quoi cette réforme, pour les jeunes, est une bonne réforme? Expliquez-nous, parce que là, j'aimerais savoir. Moi, je soutiens le débat démocratique, et il n'a pas eu lieu. Mais la réforme... Mais c'est ça le fond du problème. La réforme... Mais le principe de la réforme, personne ne peut dire qu'il faut rien faire aujourd'hui. Mais non, on peut... Il faut mettre quelque chose dessous. Non, mais attendez. Mais on pourrait ne rien faire. Parce que la question essentielle, c'est en quoi cette réforme est bonne pour les jeunes. Mais parce que aujourd'hui, on crée du déficit public, on crée de la dette publique. Si, c'est vrai. On crée de la dette publique pour les générations à venir. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui qui ne travaillent pas encore vont devoir payer pour la dette qu'on est en train de créer pour les retraités d'aujourd'hui. 2022, 3,2 milliards d'excédent. Non, s'il te plaît. Le fond du sujet... Bon, d'abord, on peut se vous voyer, puis en plus, c'est vrai. On va se vous voyer. Vous tutoyez dans la vie. Mais non, on se connaît pas. Ah bon, d'accord. Moi, je le connais pas. Par contre, c'est pas exactement ce qui se passe, mais c'est pas grave. On est en excédent. Ici, le système des retraites, il est en excédent, mais bon, on va pas revenir sur les chiffres parce que ça mais arrêtons avec les chiffres. Non, mais attendez, vous vous rendez bien compte. 30 milliards, la note du Vous avez quel âge, Aurélien Lecoq? Moi, j'ai 26 ans. 26 ans, vous êtes dans les chiffres en permanence à 26 ans. Attendez, mais vous vous rendez bien compte que depuis le début, vous lui demandez... Pourquoi cette réforme est justifiée? Il vous répond la dette, on lui dit non, les chiffres c'est faux. Aujourd'hui, c'est pas pourquoi cette réforme est bonne pour les jeunes? Troisième édition. Troisième édition, parce qu'on est en train de contracter de la dette publique pour ça, 30 milliards par an, je le répète. Vous dites que c'est faux, je dis que c'est vrai. On vérifiera plus tard. Le fond du sujet, c'est la démographie. Donc le fond du sujet, c'est financier. Il y a 20 ans, on avait deux cotisants. C'est financier, quoi. Le fond du sujet. Évidemment. Le problème de cette réforme, c'est financier. C'est la démographie, il a raison. Il y a 20 ans, on avait 2 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on en a 1,7 et les projections à venir... Vous oubliez quelque chose. Depuis ce temps-là, la productivité, elle a explosé. On produit 2 fois plus. On produit moins maintenant. On produit 2 fois plus qu'il y a 50 ans par Français. La productivité a baissé en France. Tous les rapports le montrent. Non, on est les plus productifs d'Europe. La productivité a explosé. On produit beaucoup plus de richesses qu'il y a quelques dizaines d'années. Par contre, on travaille toujours. On nous demande en tout cas de travailler toujours plus et les salaires baissent. Où est passé cet argent? Où est passé cet argent qu'on a produit dans l'ASPA, par exemple, mais ça, vous ne toucherez pas. Cet argent, il est passé dans les dividendes, parce qu'on n'a jamais versé autant de dividendes. J'ai une question pour Aurélien Lecoq. On est ouvert au débat, madame, j'ai une question des dividendes. Donc, il n'y a pas besoin de réforme des retraites, il faut simplement une meilleure répartition de la valeur. Attendez. Aurélien Lecoq, Stanislas Rigaud, une question pour vous. J'ai une question, vous qui êtes attaché à la justice, etc. Tout à fait. Vous connaissez l'ASPA, c'est 8,6 milliards par an. L'ASPA, ça permet à des personnes étrangères... Qu'est-ce qu'est l'ASPA? L'ASPA, c'est une aide pour les retraités. Pendant que la plupart des agriculteurs français touchent moins de 800 € par mois, pendant leur temps de travail, non pas la retraite, pendant qu'il y a
3 retraités sur 10, 3 seniors sur 10 qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. L'ASPA permet à des personnes étrangères de toucher jusqu'à 968 euros par mois sans n'avoir jamais travaillé ni cotisé. Vous êtes contre cette aide maintenant avec la France Insoumise puisque vous êtes attaché à la justice? Moi, ce dont je me rends compte, mais toujours avec délectation, c'est que... Vous n'allez pas y répondre, c'est fort. C'est que sur ce plateau, on a d'un côté un représentant de la majorité qui est incapable de trouver un argument de fond pour défendre sa réforme parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas besoin d'argent, et de l'autre côté, on a l'extrême droite qui est d'accord avec la majorité, mais qui du coup, dès qu'elle est mise en difficulté, dit attention, je suis pas en difficulté. L'immigration, c'est vous qui semblez être en difficulté à ne pas répondre à ma question. De l'argent en France, il y en a. Arrêtez de mettre en concurrence les uns avec les autres. Arrêtez de mettre en concurrence celles et ceux qui galèrent, qui sont venus en France. Mais vous n'avez pas répondu. Je suis très calme. Je vous le dis. Si vous n'êtes pas énervé, vous voulez mettre en concurrence les pauvres entre eux parce que vous ne voulez pas voir l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les plus riches. Et ça vous embête parce que c'est vos amis. Je vous demande. Mais il n'y a pas eu de réponse. Il y a une réponse. Ah oui, c'est oui ou non alors? Il y a une réponse. Je pense que toutes les personnes qui aujourd'hui en France sont en difficulté. Vous serez très fort ni oui ni non, mais pas en politique. Moi, je suis pour la solidarité. Je suis pour la solidarité. Et je considère qu'il ne faut pas laisser les gens tomber à terre. Avec la solidarité avec tout le monde. Je considère que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner. C'est les portes ouvertes partout. Écoutez-moi, je considère que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner. Vous êtes très fort. Vous êtes très fort ni oui ni non. Des gens sur le sol français mourir. Si vous voulez voir des gens sur le sol français mourir, vous voulez lancer le débat. Nous, on ne veut pas les faire venir. Donc ça veut dire quoi? Les gens, ils meurent dans la Méditerranée. C'est ça la réalité sur l'immigration. On va partir sur un débat migratoire. J'ai posé une question simple. Alors attendez. Messieurs, Basile veut s'exprimer. Basile est en Seine-Maritime. Bonjour Basile. Bonjour. Vous êtes à Rouen. Tout à fait. Alors Basile, vous avez 24 ans. Ça me fait plaisir de vous avoir à l'antenne. Vous êtes auditeur de Sud Radio ? Oui, oui. Bien. Depuis quelques années. Bon. Vous êtes sans activité, c'est-à-dire, Basile? C'est-à-dire qu'actuellement, je n'ai pas d'emploi et j'ai un peu peur de ne pas retrouver si jamais cette réforme passe. Vous cherchez un emploi? C'est ça. Dans quel domaine? Dans le domaine social, dans le domaine un peu des réseaux sociaux, ce qui me parle un peu aussi, moi, en tant que jeune. Oui. Oui. Basile, vous dites « je suis outré par ce que dit Stanislas Rigaud », c'est-à-dire Là, je viens de l'entendre un peu botter en touche sur l'immigration, ce qui n'est pas très étonnant, mais c'était surtout par rapport aux grands patrons. Ce sont des personnes qui héritent de leur fortune, ce sont des personnes qui ne travaillent pas aussi... Pas toutes, Basile, pas toutes. Il n'y a pas que des héritiers. Pour ce qui est des dividendes, c'est pas des gens qui produisent de la richesse en France, ce sont les gens qui travaillent qui produisent cette richesse. Moi, j'étais d'ailleurs d'autant plus choqué d'apprendre que la présidente de l'Assemblée nationale était actionnaire de nombreuses sociétés qui la rendaient biaisée dans ses votes à l'Assemblée nationale. Donc moi, je pense qu'il faudrait quand même Basile, aujourd'hui à taxer ces personnes-là pour que les gens comme moi puissent retrouver du travail et pas encore créer du chômage en repoussant l'âge de départ à la retraite. Stanislas Rigaud. Merci Basile pour votre intervention. Plusieurs choses. Non seulement, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, parce que je ne crois pas avoir botté en touche, c'est qu'il y a le sujet de l'âge légal de départ à la retraite, et puis après, il y a tout ce qui concerne l'industrialisation, le travail, les salaires, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, arrêtons d'être démagos. S'ils sont arrivés à ce niveau-là, et d'ailleurs, on parle des milliardaires, mais il y a aussi des millionnaires en France qui travaillent. Ils ont travaillé sur là. Monsieur Mélenchon, qui est millionnaire, il a travaillé pour avoir cet argent-là, par exemple, j'imagine. Il a dû se lever tôt. Il n'a pas travaillé, Mélenchon? Attendez, je finis. Vous me répondrez plus tard. Ils ont travaillé, donc je veux bien entendre, oui, c'est les méchants, etc., etc. Mais à un moment donné, ils ont travaillé. Et troisième point, je suis pas sûr qu'en France, et demandez à tous ceux qui lancent des entreprises, tous ceux qui veulent lancer des business, tous ceux qui veulent se lancer dans le monde du travail en créant de la richesse, ils sont ultra taxés aujourd'hui. On est un pays avec beaucoup de taxes, avec beaucoup d'impôts. La création d'entreprises est en plein boom en France, il faut le savoir. Non, attention. D'Uberjob, une entreprise Deliveroo, c'est pas une entreprise qui va produire énormément de richesse. Ça, c'est les Uberjobs, monsieur Bourdin. Il ne faut pas tomber dans le jeu de Macron. Il n'y a pas que d'Uberjob. Beaucoup. Il y a une augmentation du nombre. Non seulement il y a une augmentation du nombre de créations d'entreprises, mais une augmentation du nombre de CDI en France, vous le savez bien. Et le chômage baisse. Mais si, c'est vrai. Qu'on le veuille ou pas. Alors on va pas. Des créations d'emplois dans l'industrie. Attention. C'est vrai. Je dis pas que c'est grâce à Emmanuel Macron. Je dis pas ça. L'apprentissage, c'est très bien. Je dis l'apprentissage, par exemple. Vous reconnaissez que l'apprentissage est en plein boom en France et que c'est une bonne solution. Moi, ce que je peux vous dire, c'est...
Pas toujours, parce que souvent c'est très mal payé. Pour les jeunes, hein, c'est très mal payé et qu'il faut arrêter de voir la jeunesse comme une catégorie de la population qui peut être une marge d'ajustement ou qui permet d'avoir de l'emploi. C'est aussi l'apprentissage d'un métier. Oui, mais ça veut pas dire que vous travaillez pas. Vous l'apprenez, mais vous travaillez, vous produisez des choses en même temps. Et donc, vous devez pouvoir être rémunéré correctement. Sur ce que vous disiez sur le travail tout à l'heure, aujourd'hui, et c'est bien ça qui fait peur à la nouvelle génération, c'est que 87% des emplois, c'est de l'emploi précaire. Peut-être qu'il y a un peu plus de CDI, mais la réalité, c'est que l'immense masse de l'emploi qui se crée, c'est du CDD, c'est de l'intérim. Et parfois, c'est des micros-emplois. C'est-à-dire, c'est des emplois de 1 heure, de 2 heures ou de 6 heures, d'une demi-journée. Et donc, bien sûr, tout ça, on le met dans un grand volume en disant, il y a de la création d'emplois. Mais oui, mais quand on vous embauche pour faire de l'intérim pendant 6 heures, et ça, les jeunes, ils le savent bien, parce que quand ils galèrent, ça, c'est comme ça aussi qu'ils essayent de gagner de l'argent. La galère, Basile la connaît, la galère. Vous la connaissez, la galère, Basile? Alors, un petit peu, oui. Un petit peu. Vous êtes. Comment faites-vous pour chercher un emploi? À qui vous adressez-vous? Déjà, au service de Pôle emploi. Oui. Pour le coup. Après avoir envoyé à peu près 200 CV, il y a commencé à avoir d'autres moyens. Ils ont même d'autres dispositifs pour essayer de donner aux jeunes des opportunités de trouver des emplois. Mais après, j'ai pas envie non plus de faire des bullshit jobs, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai envie d'avoir un emploi qui me permette de retrouver une situation stable et pas être assez précaire comme ça peut être. Voilà. Vous avez envie d'avoir un emploi stable et un emploi correctement rémunéré, évidemment. Oui, et puis pour pouvoir cotiser correctement aussi. Et pour vous faire cotiser correctement, oui. Évidemment, Basile. Ça fait combien de temps que vous êtes sans activité? Ça va faire 6 mois, je dirais. 6 mois. Vous avez des perspectives, là? J'ai potentiellement des entretiens, j'attends quelques réponses, mais bon, avec la situation en ce moment, j'ai pas beaucoup d'espoir, on verra bien. Merci Basile, dans tous les cas. Vous avez envie de dire un mot à propos de Basile, Auguste Haute? Ces jeunes, oui, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent, qui cherchent du boulot, qui galèrent. Mais ça existe partout d'ailleurs. Oui, ça va être encore plus compliqué avec la réforme des retraites. D'ailleurs, il y en aura toujours. Je vous le dis tout de suite, plus ou moins, mais il y en aura toujours. Sur ce qui a été dit sur l'apprentissage, c'est pas vrai que ça mène vers des emplois précaires. Enfin, que ce soit le lycée professionnel. J'ai pas dit que ça menait vers des emplois précaires. J'ai dit que c'était un statut qui pouvait être précaire. Apprentissage et alternance, c'est quand même une bonne solution. Mais ça offre des perspectives. Ça offre des perspectives. Il y a des belles filières d'apprentissage et c'est à mettre au crédit du gouvernement et d'Emmanuel Macron. On n'a jamais mis autant et on n'a jamais eu autant de résultats sur l'apprentissage. Et sur le chômage des jeunes, du coup? Parce qu'on est d'accord qu'il faille développer, y compris des filières professionnelles, nous, on y est hyper favorable. On est pour remettre de l'argent dans les bacs professionnels, on est pour revaloriser... Une réforme d'ailleurs du lycée professionnel. Je crois savoir que Emmanuel Macron prépare une réforme du lycée professionnel. On regardera avec attention. Oui. Mais vous êtes favorable à une réforme du lycée professionnel? Oui, mais peut-être pas la même. Les branches professionnelles. Nous, on est par exemple pour repasser à un bac professionnel en 4 ans, on est pour réouvrir des lycées professionnels, on est pour ouvrir des lycées spécifiques, des lycées agricoles, parce qu'on va avoir besoin de former énormément de personnes pour la transition écologique et avoir une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement. On est pour ouvrir. Mais tout le monde est d'accord là, j'imagine. Etc. Mais d'ailleurs, tout le monde est d'accord, parce qu'une bonne partie de la jeunesse a espéré que Jean-Luc Mélenchon soit élu pour la politique. Mais la différence ici sur ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'avec cette réforme des retraites, on va se retrouver avec des jeunes qui vont galérer toute leur vie et qui vont avoir du mal à trouver du travail. Bon, moi j'ai une autre question. Ensuite, dernière page de pub. Paris 2024 dans 500 jours, c'est aujourd'hui. J'ai entendu certains syndicats demander à ce que l'on engage des grèves sur les chantiers des Jeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes favorable à cette idée? Moi, je suis favorable à ce qu'Emmanuel Macron retire sa réforme. Non, mais d'accord, mais répondez-moi. Je vous réponds. Pour ça, vous êtes extraordinaire. Je vous explique. Vous êtes déjà un politicien aguerri. Non. Vous êtes... Oui. Le fils de son père, gens, comme on dit. Le père étant Mélenchon. Parce que les syndicalistes, c'est des travailleurs qui galèrent au boulot tous les jours et qui peuvent pas, qui ne veulent pas travailler jusqu'à 64, 65 ans ou plus. Ouais. Aujourd'hui, ils sont démunis. Ils ont
On a manifesté, il y a 3,5 millions de personnes dans la rue. Oui, il y a des grèves. Il y a des grèves partout, mais même les chiffres de la police. C'est les plus grandes manifestations depuis que la police compte des manifestations. Mais les syndicats demandent à être reçus par Emmanuel Macron. Ils disent à Emmanuel Macron, on n'a jamais été aussi en colère. On n'a jamais été aussi nombreux dans la rue. Emmanuel Macron refuse de leur répondre. Alors à la fin, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que vous demandez, vous, à la France Insoumise, est-ce que vous demandez à ce que des grèves soient engagées sur les chantiers des Jeux ? Si ça peut faire reculer Emmanuel Macron ? Oui. Non, mais vous dites oui. Si ça peut faire reculer Emmanuel Macron, oui. On nous soutiendra toutes les grèves et les blocages, parce qu'on sait que les gens n'ont pas d'autre choix. Emmanuel Macron méprise la démocratie. Emmanuel Macron passe en force à l'Assemblée, il passe en force au Sénat, il refuse de recevoir les syndicats. C'est ça la réalité. Du coup, comment les gens y font pour se faire entendre alors qu'ils sont majoritaires dans le pays ? Il crie très fort sur Sud Radio. Voilà. Bon, sinon, vous Sud Radio, c'est très bien. Voilà. Midi moins le quart. À tout de suite. Louis a 21 ans, il est étudiant. Il est à Maubeuge dans le Nord. Vous savez que les jeunes c'est Maubeuge dans le Nord. Midi moins le quart, vous allez voir. Vous allez voir. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Il est 11h49, midi moins 10. Si nous prenions Louis, qui est à Maubeuge, 21 ans, dans le Nord. Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes étudiant, Louis ? Oui, c'est ça. Bon. Vous dites que la France Insoumise fait de la démagogie, c'est-à-dire ? Je trouve qu'elle fait de la démagogie en disant sur tous les bancs, oui, il faut taxer les super profits, tout ça. Mais ce qu'elle oublie, c'est que les super profits, comme ils disent, c'est une grande partie des jobs qui sont créés en France, c'est grâce aux super profits. Une grande partie des emplois sont créés grâce aux réussites de certaines grandes entreprises. Exactement. Qui génèrent de super profits. Voilà. Ça n'empêche pas aussi peut-être de taxer certains super profits, non ? Je pense pas. Je pense que pour la retraite, il y a forcément d'autres moyens de trouver un financement. Moi, je rejoins beaucoup Stanislas Rigaud qui est pour la retraite à 64 ans. Et je pense qu'on ne parle pas assez de la natalité ni de la réindustrialisation. Et moi, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on ne parle pas de l'augmentation des salaires. Oui. Oui, mais comment fait-on pour augmenter les salaires, Louis ? On ne décrète pas une augmentation des salaires. Non, on ne décrète pas une augmentation de salaire. Mais on peut, par exemple, réduire la CSG. On pourrait, par exemple, pourquoi pas... baisser la CSG. Ouais. Voilà. Ou alors on pourrait pourquoi pas encourager les employeurs à augmenter les salaires et à réduire aussi leurs charges. Oui, ce qui a déjà été fait. Les aides aux entreprises sont importantes dans ce pays. Oui. Je vais pas vous rejoindre, mais bon. Oui. Vous n'allez pas me rejoindre, mais pourtant c'est une réalité quand même, hein, Louis. Oui. Bon. Je sais bien que c'est une réalité, mais bon, trois quarts des entreprises. Vous êtes étudiant en quoi, Louis ? En fac de droit. En fac de droit. À Valenciennes. Bon, merci dans tous les cas à Valenciennes. Salut à Valenciennes. Merci, une ville d'ailleurs que j'aime beaucoup. C'est une jolie ville, Valenciennes, méconnue malheureusement. Louis, merci. Et merci d'écouter Sud Radio dans tous les cas. Je vous remercie beaucoup. Merci Louis. Il est 11h51. Oui. Louis n'a pas la même position que vous, hein, vous l'avez très bien compris, hein, il estime que... Mais je n'ai pas très bien compris, parce que c'est bien beau augmenter les salaires, c'est bien beau, mais comment fait-on pour augmenter les salaires ? Vous, c'est simple. Hein, pour augmenter les salaires, honnêtement, aujourd'hui, il suffit de décider. Les salaires des fonctionnaires, on peut les augmenter. Il suffit de décider. Le SMIC. Qui décide ? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est une économie étatisée, c'est-à-dire que l'État d'en haut fixe une augmentation des salaires. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bourdin, on peut le faire. Le SMIC. Oui, le SMIC. Le SMIC, on peut l'augmenter. C'est un décret. Il est déjà indexé. Il est déjà indexé, le SMIC. Mais si aujourd'hui on dit qu'on a besoin d'augmenter les salaires parce que les gens, au-delà même de l'inflation, ont du mal à vivre. Aujourd'hui, je vous rappelle, il y a quand même des millions de pauvres dans ce pays qui galèrent. Bien sûr. Si on veut augmenter les salaires, on commence par augmenter le SMIC. Ensuite, on réunit les conférences par branche et le gouvernement s'investit pour, branche par branche, faire en sorte qu'il puisse y avoir des négociations salariales. Voilà, c'est possible, c'est un processus. C'est votre solution. Comment augmente-t-on les salaires, Stanislas Rigaud ? Il y a plusieurs choses. C'est vrai que Louis a parlé de la baisse de la CSG. Nous, on en a parlé pendant la campagne présidentielle de la baisse de la CSG. On a parlé qui permettrait
c'était le calcul qui avait été fait lors de la campagne présidentielle, de créer un 13e mois en tout à la fin de l'année. Donc c'est quand même pas négligeable, surtout aujourd'hui au vu de Sauf que la CSG est utile, hein, vous savez bien. Hein. Ah bah il y a beaucoup de choses utiles, mais il faut faire des choix. Retraites, du coup, comment vous les financez? Mais on peut le refaire hein, si vous voulez les retraites. Hein. Mais non, mais parce que justement, vous êtes en train d'expliquer qu'il faut bosser les cotisations et ce que vous appelez les charges, qui sont en réalité du salaire. Je pensais que les notes que vous preniez étaient quand je parlais, pardon. Je peux le refaire si vous voulez. Le système de retraite. Finissez, parce que je donnerai la parole à Augusto. Je réexplique à Aurélien Lecoq sur les retraites ou je reste sur les salaires. Non, finissez sur les salaires. Il y a la baisse des charges. Nous, notamment sur le pouvoir d'achat, il y a une autre chose que l'on proposait pendant la campagne. Vous faites semblant d'augmenter les salaires, c'est pas vrai. Bah, avec la baisse alors, de attendez, et il y a aussi par exemple parce que on proposait par exemple la prime Z qui permettait aux employeurs, donc c'est zéro charge, zéro taxe, etc., qui permettait aux employeurs 3 fois dans l'année de faire une prime en salaire brut qui se transformerait en net pour les employés d'une entreprise. Voilà, ça c'est du pouvoir d'achat direct pour les Français. Des primes, des belles primes, sans charge, sans rien. Bah, si quelqu'un gagne 2000 euros pas pour sa retraite avec les primes. Oui, enfin aujourd'hui, vu la galère dans laquelle sont les gens, avoir 2000 euros de plus, 5000 euros, 6000 euros par mois, c'est pas rien. Bon, Augusto. La prime Z, vous m'excuserez, mais on est un peu dans la science-fiction. Il y a une réalité, et beaucoup d'auditeurs l'ont certainement touché. C'est la prime Macron. Il y a eu des choses qui ont été faites dans. Oui, il y a eu des primes. Il y a eu des choses qui. Mais c'est pas du salaire. Non, c'est pas les primes. Ce ne sont pas du salaire. Je peux terminer oui, alors Augusto, oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut bien mesurer qu'on a un tissu économique qui est fragile, qui sort d'une crise Covid qui a été éprouvante, qui maintenant fait face aux conséquences de la guerre en Ukraine, l'augmentation des 80 milliards de dividendes, et qui a été maintenu à un niveau satisfaisant. Grâce au plan de relance, grâce à l'action du gouvernement, et aux efforts des Français. Et aux efforts des Français aussi. 80 milliards de dividendes. Mais qui a quand même tenu le choc, et on n'a pas eu la grosse crise de chômage. Comment est-ce qu'on augmente les salaires? Eh bien, écoutez... Par l'activité? Pardon? Uniquement par l'activité? Déjà ça, il faut déjà que le tissu économique encaisse. 80 milliards de dividendes, vous trouvez qu'il encaisse pas? Les riches n'ont jamais été aussi riches, n'ont jamais donné autant. Total a battu encore ses records de dividendes distribués. On va être d'accord là-dessus. Au Modem, on est favorable, on a porté ça, on n'a pas fait avec du succès, mais on est attaché à une forme de... Mais alors, on peut augmenter les salaires, donc pourquoi on n'augmente pas le SMIC? Pourquoi on ne commence pas par augmenter le salaire dont on peut décider de l'augmenter? Mais allez voir les boulangers, je le rappelle, est indexé. Le SMIC est indexé, donc progresse régulièrement. Vous savez bien qu'aujourd'hui, par ailleurs, il est indexé sur quoi? Le SMIC aujourd'hui, il est indexé sur l'inflation. Mais l'inflation, c'est une moyenne. L'inflation, aujourd'hui, on la donne à combien? 6-7%, alors que sur les produits alimentaires, elle est près de 20%. 15, 16, 17% sur des produits alimentaires. Or, c'est ça que consomment les Françaises et les Français tous les jours. C'est pas des yachts et des montres de luxe. C'est pas le premier poste, vous le savez bien. C'est quoi le premier poste? C'est le logement. C'est le logement. C'est le logement, c'est le logement et la nourriture. Et c'est ce qui augmente le plus, justement. Mais quand on parle d'augmentation du SMIC, il faut aller voir les petits patrons. Messieurs, on pourrait discuter. Messieurs, c'est fini. On pourrait discuter des heures. Il est 11h56, c'est terminé. On aura l'occasion de se retrouver. Moi, j'aime bien quand les jeunes viennent nous voir, les jeunes responsables des partis politiques. On l'a fait la semaine dernière, on l'a fait cette semaine. On le refera, évidemment, avec d'autres partis qui ne sont pas venus jusqu'à maintenant. Il est 11h56. Merci d'être avec nous sur Sud Radio.